Un médecin, en fait, doit avoir comme objectif de répondre à la demande de son patient. Bonjour, je m'appelle Franck Chauvin, je suis professeur de santé publique et je vais vous aider à comprendre le projet de loi sur la fin de vie et les soins palliatifs. C'est un projet de loi qui est extrêmement important puisqu'en fait il ouvre la porte à l'aide à mourir, ce qui en France n'était pas possible jusqu'à présent alors que ça l'était dans beaucoup d'autres pays. Ce projet de loi en fait est constitué de deux parties différentes. La première partie concerne l'accompagnement des patients, notamment en fin de vie, et les droits aussi des patients, et ça c'est important de rappeler les droits des patients, et une deuxième partie qui concerne l'aide à mourir, c'est-à-dire la possibilité pour des patients qui le souhaitent d'accéder à des procédures qui permettent d'abréger les souffrances. Le premier temps a été donné par un organisme qu'on appelle le Comité consultatif national d'éthique, qui a réfléchi et qui est chargé en France de réfléchir aux problématiques d'éthique et qui a dit oui, en fait, il est probable maintenant qu'il est temps d'aller vers l'aide à mourir, ce qu'ils ont appelé l'aide active à mourir. Le deuxième temps a été l'organisation d'un temps extrêmement important qui s'appelle la Convention citoyenne, c'est-à-dire que des citoyens ont été tirés au sort, se sont réunis pendant un nombre assez important de week-ends et finalement ont exprimé un avis sur l'aide à mourir, sur la fin de vie, les soins palliatifs. Et après, l'instance que je présidais a repris tout ça et a fait des propositions au gouvernement pour ce qui pourrait être dans la loi, d'une part, et dans une stratégie décennale, qu'on a appelée stratégie décennale de soins d'accompagnement. L'élaboration d'une loi, c'est toujours un processus. C'est plus ou moins, en général, chaotique, il y a des interruptions, etc. Et là, c'est un processus qui a été très continu. C'est les soins qui ne sont pas curatifs. En médecine, quand vous traitez une maladie, vous avez des soins curatifs. L'objectif, c'est de guérir la maladie. Et puis, on a inventé le terme soins palliatifs en disant mais il y a des soins qui sont nécessaires mais qui n'ont pas pour but de guérir la maladie. Et petit à petit, spécialement en France, ces soins palliatifs ont été assimilés à des soins concernant la fin de vie, c'est-à-dire les dernières semaines de notre existence, les derniers jours de notre existence. Et à mon avis, à tort, et c'est ce qu'on a dit dans le rapport. Et en fait, il faut avoir une vision beaucoup plus large de ces soins palliatifs, ce qui se passe d'ailleurs dans certaines spécialités. Ma spécialité d'origine est la cancérologie. Et en cancérologie, très tôt, on fait appel à des soins qu'on appelle des soins de support, en fait, qui concernent la nutrition, la prise en charge de la douleur, l'activité physique, le maintien à domicile, l'aide psychologique. Tous ces soins, en fait, aident aux patients à supporter souvent le traitement, puis l'évolution de sa maladie. C'est ça, les soins palliatifs. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour mieux supporter le traitement dans un premier temps et après mieux supporter la maladie et continuer à vivre le plus longtemps possible avec cette maladie. La fin de vie est un problème spécifique qui est une période très particulière de notre existence, c'est-à-dire on sait très bien que l'existence est en train de se terminer, mais ce n'est pas une raison pour souffrir. Et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, les progrès de la médecine ont chamboulé en fait toutes nos idées reçues concernant ça. On peut continuer des traitements dont on sait qu'ils ne vont pas guérir, mais qui ont un rôle très important pour contenir la maladie, tout en ayant ces soins d'accompagnement, ces soins palliatifs qu'on va mettre en œuvre parce qu'on en a besoin pour supporter le traitement et l'évolution de la maladie. Quand on est en phase terminale d'une maladie, on voudrait pouvoir avoir recours à une aide à mourir parce que, effectivement, les douleurs sont insupportables, etc. Mais parallèlement, si vous voulez faire ça, il va falloir renforcer très fortement ce qu'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire les soins de fin de vie, et les soins d'accompagnement quand on a une maladie chronique évolutive. On avait besoin de mettre dans la loi certains éléments qu'on ne pouvait pas mettre simplement dans une stratégie, parce qu'en fait, il fallait les traduire sur un plan opérationnel. Par exemple, on va créer de nouveaux types d'établissements. Et ça, il n'y a qu'une loi qui permet de faire ça. Le projet de loi, dans son titre premier, concernant les soins d'accompagnement et les droits des patients, redéfinit ce que sont
les soins d'accompagnement. Et il dit, voilà, vous avez les soins palliatifs, et encore une fois en France, on a eu ce glissement progressif des soins palliatifs vers les soins de fin de vie uniquement. Si on veut élargir, en fait, il faut avoir cette définition plus complète de soins d'accompagnement. C'est ce que fait le premier article. Le deuxième article, en fait, dit que dès lors qu'on fait le diagnostic d'une maladie chronique, on propose au patient de définir avec lui ce qu'on appelle un plan d'accompagnement, un plan personnalisé d'accompagnement de la maladie chronique. On ne lui dit pas, vous êtes en fin de vie, ce n'est pas du tout le cas. On lui dit, voilà ce qui risque de se passer, et on sera là pour vous aider. Voilà ce qu'on va pouvoir mobiliser. Si vous avez des problèmes psychologiques, on pourra mobiliser une équipe. Si vous avez des problèmes de douleur, on pourra mobiliser. Si vous avez des problèmes de nutrition, etc., etc. Et au fur et à mesure que la maladie évolue, on remet en œuvre ce plan d'accompagnement, on le redéfinit avec le patient. On voit que cette stratégie, en fait, va concerner tant l'équipement des unités hospitalières que surtout et beaucoup les dispositifs qui permettent le maintien à domicile, mais aussi le développement du bénévolat, l'aide aux aidants, la réappropriation par la société de ces phases de fin de vie. Beaucoup de gens ont entendu parler de différents termes, on a parlé de suicide assisté, on a parlé d'euthanasie, etc., en employant des grands mots d'ailleurs qui servent souvent à agiter des peurs, etc. Cette loi va permettre aux médecins qui le souhaitent de répondre à la demande de leurs patients. Et vous avez des patients, moi j'en ai eu, quand je voyais des patients en cancérologie, vous avez des patients qui disent, là, docteur, j'en ai assez, j'en peux plus, je sens que c'est la fin, mais j'en ai vraiment assez, faites quelque chose. Jusqu'à présent, un médecin n'avait pas le droit de le faire. La loi l'empêchait de faire quelque chose. Là, on donne un cadre qui permet à ces médecins qui le souhaitent, encore une fois, c'est les médecins qui le souhaitent simplement, de répondre à la demande de leurs patients. Et c'est une très grande avancée. Et pour beaucoup de médecins, en cancérologie, c'est vrai en neurologie, c'est vrai dans beaucoup de spécialités qui ont des pathologies chroniques, évolutives, dont on connaît tous l'issue. Et c'est la très grande avancée de cette loi-là. C'est des patients totalement conscients qui disent, écoutez docteur, j'en ai assez, faites quelque chose, moi je ne peux plus continuer. C'est une démarche assez simple, et le gouvernement a voulu que ce soit assez simple. Le patient demande à son médecin d'accéder à l'aide à mourir. Le médecin vérifie les conditions, consulte d'autres médecins s'il le souhaite et prend tous les conseils qu'il peut pour enclencher le dispositif. Il est obligé de répondre dans une période assez courte au patient pour lui dire vous êtes éligible ou non. Et oui, je vais accéder à votre demande ou non. Et le législateur va probablement influer sur ce délai. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Effectivement, il y a une discussion à avoir là autour. Et après, le médecin propose au patient de mettre à disposition les produits qui lui permettront de réaliser lui-même le geste dans l'immense majorité des cas et éventuellement, si le patient est empêché, de demander à un tiers de pratiquer le geste. Mais ça sera probablement rarissime. La plupart du temps, le patient pourra faire le geste.